Je suis morte empoisonnée par l'homme que j'aimais, un poison lent qui a rongé mes veines comme un serpent invisible, me laissant agoniser dans notre lit conjugal à Paris, les yeux rivés au plafond haussmannien qui semblait se moquer de ma naïveté. Ce soir-là, alors que le monde s'effaçait en un tourbillon de regrets et de trahison, j'ai vu son visage, mon mari, Antoine, penché sur moi avec un sourire fin de compassion, ses mains tremblant légèrement sur le verre d'eau qu'il m'offrait pour soulager ma gorge sèche. Mais la mort n'était pas la fin, un éclair de lumière blanche m'a englouti, et soudain, je me suis réveillé dans mon propre corps, des mois en arrière, le goût amer du premier thé qu'il m'avait servi encore frais sur mes lèvres vivantes, furieuses, prête à transformer son poison en mon arme. Paris, cette ville des amours éternels et des trahisons fugaces, m'avait toujours semblé un écrin de velours pour mon existence. J'étais Élise Moreau, conservatrice au musée d'Orsay, une femme de 35 ans qui passait ses journées à caresser du regard les nus voluptueux de Renoir et les tourments sombres de Delacroix, ignorant que ma propre vie se muait en un tableau macabre. Antoine, mon mari depuis 8 ans, était architecte, un homme aux traits ciselés comme un fronton grec, avec des yeux bleus qui promettaient la fidélité comme un serment républicain. Nous vivions dans un appartement haussmannien du 7e arrondissement, près de la Seine, où les lumières des réverbères dansaient sur les toits comme des invitations au crime. Ce matin-là, oh non, ce matin de ma seconde chance, je me suis levé avec le cœur battant la chamade, les souvenirs de ma mort encore vifs comme une plaie ouverte. C'était le 15 juin, 3 mois avant la nuit fatidique où il avait versé la dernière dose de belladone dans ma tasse. J'avais 32 ans à nouveau, mon corps intact, sans les cernes de l'agonie. Dans la glace de la salle de bain, mon reflet me fixait, Élise, la femme confiante, pas encore la cadavre ambulant. C'est impossible, murmurai-je, mais la mémoire de l'asphyxie, de ces mensonges susurrés à l'oreille d'une infirmière où elle était si fragile, si imprudente me prouvait le contraire. J'étais revenu. Pourquoi? Pour pardonner? Non. Pour le détruire. Je descendis à la cuisine, où Antoine préparait déjà le petit déjeuner, son dos large tourné vers moi, inconscient du fantôme qu'il avait créé. « Bonjour, ma chérie », dit-il en se retournant, un sourire radieux aux lèvres, comme si nos vies étaient un roman de Zola sans les miasmes. Il posa une tasse de café devant moi, pas encore du thé, pas encore le poison. Mais je le voyais maintenant, le léger tremblement de sa main, le regard qui fuyait un instant trop longtemps. J'avais fouillé sa vie dans mes souvenirs post-mortem, imaginant les nuits où, après mon enterrement, il avait ri avec sa maîtresse, une jeune galeriste nommée Camille, dans notre lit même. L'argent de l'assurance vie aux 500 000 € avait financé leur nid d'amour à Montmartre. Et avant cela? Un secret plus sombre, Antoine n'était pas seulement un adultère, il avait falsifié des plans d'architecture pour un promoteur véreux, causant l'effondrement d'un immeuble en banlieue, tuant 3 ouvriers. J'avais porté le blâme, signant naïvement les documents qu'il m'avait glissés sous le nez, croyant à son innocence professionnelle. La police avait suspecté une négligence de ma part, ruinant ma réputation avant même ma mort. « Qu'est-ce que tu as, Élise? Tu sembles pâle, demanda-t-il, sa voix suave comme un vin de Bordeaux frelaté. Je forçai un sourire, avalant la bile de la haine. Rien, juste un mauvais rêve. Mais intérieurement, je planifiais déjà. La vengeance ne serait pas un coup de poignard théâtral, elle serait française, raffinée, impitoyable, un empoisonnement lent de l'âme, avec des twists qui le feraient douter de sa propre réalité. D'abord, je devais confirmer, était-ce un rêve? Non. Je me rappelais chaque détail, la lettre anonyme que j'avais reçue trop tard, révélant son affaire avec Camille, les analyses toxicologiques falsifiées par un complice médecin, et ce bijou, un collier d'émeraude qu'il m'avait offert pour mon anniversaire, gravé à jamais, mais qui, dans la réalité, provenait du coffre d'une victime de ses escroqueries passées. Je sortis ce jour-là, prétextant une visite au musée. Les rues de Paris bruissaient d'une vitalité ironique, les touristes flânaient autour de Notre-Dame en reconstruction, les vendeurs de marrons chauds criaient leurs offres, et la Seine coulait indifférente, emportant les secrets comme des feuilles mortes. Je m'arrêtai à une pharmacie discrète près de la place Vendôme, achetant un flacon de belladone pure, la même qu'il avait utilisé contre moi. Pas pour le tuer tout de suite, non, pour le faire goûter à la peur. Puis, je contactai un vieil ami, un hacker nommé Lucien, que j'avais rencontré lors d'une expo sur l'art numérique. Lucien, j'ai besoin d'un service. Fouille les comptes d'Antoine Duvalet. Il rit, toujours aussi direct, Élise. Pourquoi faire? Je répondis, pour la justice poétique. Les jours suivants furent un ballet de mensonges exquis. Je jouais la femme aimante, cuisinant des dîners aux chandelles,
caressant sa joue comme si je n'avais pas vu son reflet dans les yeux de la mort. Mais la nuit, seul, je compilais les preuves, emails effacés mais récupérables, virements suspects vers un compte offshore, et cette photo au Camille, nue dans nos draps, datée du mois dernier. Le premier acte de ma revanche, je glissai une goutte de belladone dans son café matinal, juste assez pour un léger malaise, un vertige qu'il attribuerait à la fatigue. « Tu es sûr que tout va bien ?» demandai-je innocemment quand il tituba en se levant. Son regard, pour la première fois, porta une ombre de suspicion. « Parfait. » Bientôt, les rumeurs commencèrent. J'avais accidentellement envoyé un dossier anonyme aux autorités sur les faux plans architecturaux, signant de son nom. La police frappa à notre porte un soir pluvieux, interrogeant Antoine sur l'effondrement de l'immeuble à Clichy. « C'est une erreur. » Élise a du mal comprendre, balbutia-t-il, me jetant un regard accusateur. Je feignis l'innocence, moi? Mais chérie, je n'y connais rien en architecture. Son monde craquelait, pierre par pierre, comme les façades qu'il avait lui-même sabotées. Pourtant, la trahison allait plus profond. Dans mes visions post-mortem, j'avais appris le secret enterré, Antoine n'était pas l'architecte talentueux que je croyais. Il était le fils illégitime d'un magnate immobilier corrompu, et l'effondrement n'était pas un accident, mais une couverture pour un détournement de fonds massifs. 3 vies perdues à un père de famille, un jeune apprenti, une immigrée polonaise pour engraisser ses poches. J'avais porté le chapeau, renvoyé du musée sous le nuage du scandale, ma carrière empoisonnée avant mon corps. La colère bouillonnait en moi comme un feu sous la croûte de la terre. Je décidai d'escalader, rencontrer Camille. Je la pistai jusqu'à sa galerie à Saint-Germain-des-Prés, un antre chic rempli de toiles abstraites criant la fausse profondeur. Elle était belle, avec des cheveux roux flamboyants et un rire qui sonnait faux comme une contrefaçon de monnaie. « Madame Duvalet ? Que me vaut cette visite ?» demanda-t-elle, son sourire de requin affamé. Je sortis l'enveloppe, photo, relevé bancaire. « Votre amant vous a menti. Il vous utilise comme il m'a utilisé. Et bientôt, il vous jettera comme un Kleenex usé. » Ses yeux s'écarquillèrent, mais au lieu de fuir, elle riposta, « Et vous ? La parfaite épouse qui signe des documents criminels. Vous êtes complice. » Touché. Mais je rétorquai, « Pas pour longtemps. Aidez-moi, ou je vous entraîne dans la chute. » C'était ma première décision controversée, à la ligne avec la maîtresse, cette vipère qui avait partagé mon lit volé. Ensemble, nous tramâmes. Camille, motivée par la peur de la prison, infiltra ses mets, découvrant un nouveau complot, Antoine prévoyait de falsifier un permis pour un gratte-ciel à la Défense, risquant des dizaines de vies. Le twist se dessinait, ce n'était pas seulement personnel, c'était une vendetta contre un système qu'il incarnait, un pari pourri par l'argent sale. Les semaines passèrent en une danse macabre. Antoine, sentant le filet se resserrer, devint paranoïaque. Il cessa de me servir du thé ou ironie cruelle et commença à fouiller mes affaires. Une nuit, il me confronta, « Élise, dis-moi la vérité. Ces rumeurs sur l'immeuble. C'est toi. » Je ris, un rire de gorgone, « Et si c'était le cas ? Tu m'as empoisonné d'abord, non ?» Il blêmit, niant d'une voix chevrotante. C'était le moment, je versai le thé empoisonné devant lui, feignant la routine. « Bois avec moi, pour prouver ton amour. » Ses mains tremblèrent, il but une gorgée, puis recracha, paniqué. « Qu'est-ce que tu as mis là-dedans ?» Le chaos éclata. Il appela les urgences, hurlant que j'essayais de le tuer. Mais Camille, notre pion secret, avait déjà alerté la presse, un article dans Le Monde détaillait ses fraudes, avec des preuves irréfutables. La police arriva, menottes prêtes. « Monsieur Duvalet, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, homicide involontaire et tentative d'empoisonnement. » Il se tourna vers moi, les yeux fous, « Comment ? Comment as-tu su ?» Je murmurai, assez bas pour que seul lui entende, « Parce que je suis morte par ta main. » Et je suis revenu. Les menottes claquèrent sur ses poignets comme un couperet de guillotine, et pour la première fois, je vis la peur véritable dans ses yeux bleus, non pas celle d'un amant pris en flagrant, mais celle d'un homme qui réalise que son empire de mensonges s'effondre comme un château de cartes sous un vent d'orage. La police l'emmena dans la nuit parisienne, sirène hurlant le long du boulevard Saint-Germain, tandis que je restais là, tasse à la main, le thé amer encore chaud. Camille, tapie dans l'ombre de l'entrée, me rejoignit, « C'est fait. Les flics ont tout, les plans falsifiés, les virements, même l'achat de belladone via un faux nom. » Son sourire était victorieux, mais teinté de regret. « Après tout,
elle avait aimé ce monstre, ou du moins son reflet doré. Les jours suivants furent un tourbillon de formalités judiciaires, un ballet bureaucratique français où les avocats en robe noire dansaient autour de la vérité comme des fantômes de Balzac. Antoine fut inculpé pour meurtre au second degré en ma propre mort, qu'ils attribuaient maintenant à un suicide assisté après autopsie réexaminée et pour les 3 homicides de Clichy. L'assurance vie fut gelée, nos biens saisis. Je jouais la veuve éplorée aux obsèques fictives de notre mariage, recevant les condoléances des collègues du musée qui, autrefois, m'avaient fui comme une pestiférée. Pauvre Élise, quelle épreuve, murmurait-il, ignorant que je renaissais de mes cendres comme une phénix en talons aiguilles. Mais la vengeance n'était pas achevée. Le twist que j'avais anticipé surgit lors d'une visite au commissariat, l'inspecteur Moreau, ironie du nom, me révéla un dossier plus ancien. Antoine n'était pas seul, son père, le magnate Henri Duvalet, avait orchestré l'effondrement pour raser le quartier et y bâtir un centre commercial luxueux. Votre mari n'était qu'un pion, madame. Mais il savait tout. Le secret enterré, des années de corruption, des pots de vin à des élus de la mairie de Paris, des ouvriers disparus sans trace. J'avais gigné le faux document non par négligence, mais parce qu'Antoine m'avait fait croire que c'était pour sauver notre couple, mentant sur une dette imaginaire. La colère remonta, plus vive, ce n'était pas seulement personnel, c'était un cancer rongant la ville que j'aimais. Ma décision controversée suivante fut la plus risquée, infiltrer le clan du Valais. Je contactai Henri via un canal anonyme, prétextant être une amie d'Antoine cherchant à négocier un silence. Il mordit à l'hameçon, ce vieil arachnide aux cheveux argentés et au sourire de loup, me fixant rendez-vous dans un café sélect de l'île Saint-Louis. Madame Moreau, ou devrais-je dire du Valais? Mon fils a toujours eu un faible pour les femmes trop curieuses. Ses yeux, froids comme la pierre de la conciergerie, me jaugeaient. Je posai l'enveloppe sur la table, preuve de l'empoisonnement, mais aussi un faux témoignage impliquant Camille comme complice. À moins que vous ne m'aidiez à discréditer Antoine complètement, cela ira au juge. Henri rit, un grondement rocailleux. Vous jouez un jeu dangereux, mademoiselle. Paris n'oublie pas ceux qui mordent la main qui les nourrit. Mais il céda, par peur, il ordonna à ses avocats de laisser couler les charges contre son fils, en échange de mon silence sur les pots de vin. C'était un pacte faustien, controversé jusqu'à la moelle. Je protégeais un plus grand criminel pour en abattre un petit. Était-ce justice? Ou vengeance souillée? Les nuits, je me tourmentais, marchant le long de la Seine où les lumières des bateaux-mouches dansaient comme des spectres moqueurs. Lucien, mon hacker allié, me rappela, Élise, tu n'es pas une sainte. Tu es une survivante. Et en France, les survivants écrivent l'histoire. Antoine, en détention provisoire à la Santé, réclamait des visites. Je m'y rendis, vêtu d'une robe rouge sang, symbole de ma renaissance. À travers la vitre blindée, son visage était ravagé, barbe naissante, yeux injectés de sang. Élise, je t'en supplie. C'était une erreur. Camille m'a poussé, le stress du travail. Je t'aimais. Mensonge, encore. Je pressai ma main contre la vitre, l'amour? Tu m'as servi la mort en tasse de thé, Antoine. Et maintenant, goûte à la mienne. Je lui révélai tout, la belladone dans son café, les dossiers envoyés, l'alliance avec Camille. Son hurlement résonna dans la salle, salope. Tu vas payer pour ça. Mais les gardes l'emportèrent, et je sortis dans la cour de la prison, l'air libre comme un baume. Camille et moi nous vîmes moins, notre alliance fragile comme du cristal de baccarat. Elle avait hérité d'une partie des fonds gelés à un pot de vin que je lui avais laissé en échange de son témoignage contre Antoine. « Pourquoi fais-tu ça » demanda-t-elle un soir, dans un bar à Absinthe du Marais. « Parce que la trahison n'est pas un poison qu'on boit seul, elle corrompt tout. » Elle hocha la tête, ses yeux verts si semblables aux miens emplis de larmes. Était-ce de la pitié? Ou le début d'une amitié tordue? Paris, avec ses ruelles labyrinthiques, favorisait ses ambiguïtés. Le procès approchait, un cirque médiatique où les flashs des paparazzis illuminaient la façade du palais de justice comme un feu d'artifice macabre. Antoine plaida non coupable, son avocat un requin de la place Vendôme accusant une cabale féminine menée par moi et Camille. Les journaux titraient « L'affaire du thé empoisonné, tragédie ou complot ». Les féministes criaient au scandale, les conservateurs à la décadence morale. Ma décision la plus controversée vint alors, témoigner non comme victime, mais comme complice repenti. J'ai signé les documents par amour aveugle, déclarai-je au tribunal, voix tremblante pour les faits. Mais j'ai payé, empoisonné par l'homme que je protégeais.
Le jury, des Parisiens ordinaires, un boulanger, une professeure, un chauffeur de taxi hocha la tête, touché par ce récit de femme trompée. Henri Duvalet observa de l'ombre, son influence rampant comme une vigne vierge. Il tenta de m'acheter, un chèque de 200 000 € glissé sous ma porte. Je le brûlai dans notre cheminée, les flammes dansant comme des démons rieurs. Puis, le contre-coup, un accident de voiture casual, ma Renault garée près du pont des Arts percutée par un van anonyme. Blessure légère aux côtes fêlées, entaille au front mais le message était clair. Lucien traqua la plaque, un véhicule lié à une société écran de Duvalet père. La tension montait, un crescendo wagnérien dans l'opéra de ma vie. Antoine, apprenant l'attentat, m'écrivit depuis sa cellule, ses pères. Il te traque. Par, Élise. Sauve-toi. Ironie suprême, le traître implorait ma pitié. Je refusai la visite, mais gardai la lettre aux preuves pour le twist final. L'attentat à la voiture n'était pas une simple intimidation, c'était le premier acte d'une symphonie de terreur orchestrée par Henri Duvalet, ce patriarche impitoyable dont les racines s'enfonçaient dans les scandales immobiliers des années 80, époque des grands travaux de Mitterrand où l'argent coulait comme la bièvre souterraine. Paris, ma ville bien-aimée, se muait en un labyrinthe hostile, chaque ombre d'un réverbère semblait cacher un tireur, chaque passant un espion. Je déménageais temporairement dans un petit hôtel de Montparnasse, sous un faux nom Élise Laurent, une veuve imaginaire, et passais mes nuits à ourdir, un verre de cognac à la main, les yeux rivés aux cartes annotées de Lucien, connexion, compte, associé. Camille devint mon ombre, sa galerie fermée pour rénovation. Je ne peux pas te laisser seule, dit-elle, installant un pistolet dans son sac illégal, bien sûr, mais dans cette France de crise, les règles fléchissaient comme les immeubles de Clichy. Notre alliance, née de la haine commune, fleurissait en une complicité ambiguë, presque romantique, des dîners tardifs dans des brasseries anonymes, des rires nerveux sur les absurdités d'Antoine. Il ronflait comme un bulldozer, confia-t-elle un soir, et je ris, imaginant sa silhouette pathétique en cellule. Mais sous le badinage, la tension couvait, elle voulait l'argent, je voulais la justice, et Henri, sentant le vent tourner, envoya un émissaire. C'était un soir de pluie battante, le genre qui transforme les boulevards en rivières de reflets néons. L'homme entra dans le hall de l'hôtel, parapluie dégoulinant, costume gris comme un ciel d'automne. Monsieur Duvalet vous salue, Madame Laurent. Il propose une trêve, signez ceci, un contrat de non-divulgation, avec une somme rondelette. Je feignis l'hésitation, puis déchirai le papier, dites à votre patron que les Duvalet ne négocient pas avec les fantômes. Il partit, mais pas sans un regard menaçant. Cette nuit-là, mon téléphone sonna, numéro masqué. Élise, tu joues avec le feu. Antoine est déjà perdu, ne joins pas ta mort à la sienne. La voix d'Henri, rocailleuse, chargée de l'accent du sud-ouest. Je raccrochai, le cœur cognant, et appelai Lucien, accélère. On frappe les finances. Le hacker, un génie barbu planqué dans un loft de Belleville, infiltra les serveurs de Duvalet Immobilier. Découverte, un réseau de blanchiment via des galeries d'art ironie, Camille en tête de liste inconsciente. Des millions détournés de projets publics, finançant des villas en Côte d'Azur et des yachts amarrés à Monaco. Ma décision controversée, sabotée publiquement. Avec Camille, nous organisâmes une exposition choc dans sa galerie, toiles anonymes inspirées de l'affaire, avec des QR codes menant à des leaks sur un site miroir. L'inauguration, un jeudi soir, attira la presse, Le Figaro, Libération, même France Inter. Arrêt corruption, l'ombre des Duvalet sur Paris, titra un journaliste. Henri envoya des voyous pour casser l'expo, bagarre générale, verre brisé, mais les flics arrivèrent, et les leaks explosèrent sur les réseaux. Antoine, du fond de sa cellule, apprit la nouvelle via un journal clandestin. Il exigea une visite d'urgence. Cette fois, je vins, masqué par un foulard, comme une espionne de film de Melville. Père va te tuer, Élise. Il a déjà fait disparaître des gens. Ces mots, pour la première fois, portaient une sincérité brute. Le twist se révélait, Antoine n'était pas le monstre pur, il avait empoisonné pour hériter, croyant que je savais trop sur les crimes de son père, un mensonge d'Henri pour le manipuler. J'étais faible, Élise. Mais toi. Tu es devenu pire que nous. Je souris froidement, pire? Non, juste réveillé. En sortant, je glissai à l'avocat une lettre, confession d'Antoine, forgée mais crédible, l'incriminant comme complice direct des meurtres de Clichy. La traque s'intensifia. Henri, acculé,
lança une campagne de diffamation, articles achetés accusant Élise Moreau de folie vengeresse, de troubles paranoïaques post-traumatiques. Mes anciens collègues du musée me fuirent à nouveau, même Lucien hésita, c'est risqué, Élise. Si on tombe, c'est la tôle pour tous. Je le rassurai avec un café empoisonné de promesses, la France récompense les audacieux, pas les tièdes. Mais intérieurement, le doute rongeait, étais-je la justicière, ou une harpie déchaînée? Les promenades nocturnes le long des quais me torturaient, l'eau noire murmurant des regrets. Puis, le coup de théâtre, Camille disparut. Son appartement vidé, un mot, désolé, Élise. Trop dangereux. L'argent m'appelle. Trahison bis furieuse, je pistai son téléphone via Lucien, direction Nice, avec un billet pour Genève et un virement de Duvalet père. Elle avait vendu, preuve contre moi en échange d'un nouveau départ. La colère me consuma comme un feu de joie révolutionnaire. J'appelai Henri, votre chienne a filé. Mais je viens pour vous. Le rendez-vous fut fixé dans sa villa surplombant la Seine, à Neuilly. Armé d'un enregistreur dissimulé et d'une dose de sédatif dans mon sac, je sonnai. Henri m'accueillit en peignoir de soie, cigare aux lèvres, asseyez-vous, ma chère. Du thé? Ironie mortelle. Je déclinai, sortant mon atout, une clé USB avec les leaks finaux, prêt à être envoyé à la brigade financière. Finissez Antoine, et je disparais. Il rit, vous êtes comme votre mari, ambitieuse, mais naïve. Puis, le geste, il pressa un bouton, deux gardes surgirent, matraque en main. La lutte fut brève, chaotique, un vase Ming brisé, un cri étouffé. Je m'échappai par une fenêtre, courant dans les jardins sombres, cœur battant. Mais passant le trophée, l'enregistreur avait capturé sa confession, Antoine a fait ce que j'aurais fait. La famille d'abord. De retour à Paris, essoufflé, je diffusai l'audio. Le Monde titra, le roi de l'immobilier avoue, dynastie du crime. Henri fut arrêté à l'aube, son empire s'effondrant comme un échafaudage mal monté. Camille, interceptée à l'aéroport, pleura des excuses, il m'a promis l'oubli. Je la laissai partir, un geste de clémence controversé ou de calcul. Antoine, apprenant tout, tenta le suicide en cellule, mais survécut pour le procès. Le procès des Duvalet devint l'événement judiciaire de l'année, un spectacle shakespearien se jouant sous les dorures du palais de justice, où les juges en toge noire trônaient comme des inquisiteurs laïcs, et les caméras de télévision guettaient chaque larme comme des vautours. Antoine et Henri, père et fils, face à face dans le box des accusés, l'un hagard, l'autre défait mais droit comme un i. Moi, Élise Moreau, siégeais au banc des témoins, robe grise austère, cheveux relevés en chignon sévère, l'image de la veuve vengeresse, mais intérieurement un volcan prêt à entrer en éruption. Camille, sous protection des témoins, avait craqué, son témoignage, larmoyant et détaillé, c'est là leur sort. Antoine m'a dit qu'elle était un boulet. Qu'il fallait la libérer. Les débats s'enflammaient. L'avocat d'Henri, un ténor du barreau, me cuisait à la broche, Madame Moreau, n'avez-vous pas fabriqué des preuves? N'êtes-vous pas une manipulatrice, plus que victime? Je répondis calmement, voix claire comme un vin de Sancerre, j'ai été empoisonné, monsieur. Littéralement. Et en France, on ne pardonne pas le poison. Le jury ce microcosme de la nation, une retraitée de banlieue, un syndicaliste, une influenceuse repentie hocha la tête. Les preuves s'empilaient, autopsie révisée confirmant la belladone chronique, relevé bancaire reliant l'assurance vie à des achats luxueux, et l'audio d'Annick d'Henri. Mais le vrai drame vint d'Antoine. Lors de son tour, il se leva, chaîne cliquetant, et s'adressa directement à moi, Élise, je t'ai aimé, au début. Vraiment. Père m'a forcé la main pour l'affaire Clichy, pour toi, c'était la panique où tu fouinais trop près. Mensonge ou demi-vérité? Le twist final se déployait, sous serment, il révéla un secret que même mes souvenirs post-mortem ignoraient. J'étais stérile, un fait qu'il avait caché, falsifiant nos tests de fertilité pour me garder enchaîné à lui, évitant le divorce qui aurait exposé ses fraudes. Tu étais ma couverture parfaite, Élise. La femme irréprochable. Le tribunal retint son souffle, je sentis le sol se dérober. Stérile? Les années de traitement vain, de chagrin tuent. Tout pour son empire. La salle explosa en murmures. Henri cracha, imbécile. Tu aurais dû la tuer proprement. Le juge frappa du marteau. Ma décision controversée ultime, ne pas contre-attaquer émotionnellement, mais lâcher la bombe. Antoine, si j'étais stérile,
Pourquoi ce collier d'émeraude? Celui volé à la veuve de l'ouvrier de Clichy? Preuve plantée par Lucien, le bijou, expertisé, lié au cambriolage post-effondrement. Chaos. Antoine s'effondra, sanglotant, perd la pris. Pour moi. Henri Blémy, le jury vit la dynastie pour ce qu'elle était, un cloaque familial. Dehors, Paris vibrait d'indignation. Manifestation devant la Bourse, justice pour les ombres de Clichy. Les médias me portèrent au nu ou presque, la renaissance d'Élise, de victime à vengeur. Mais les ombres persistaient. Camille, libérée sous caution, m'appela, rejoins-moi à Lisbonne. On recommence, sans homme. Tentant, ce mirage d'une vie s'enchaîne. Lucien proposa, hackons le monde entier, Élise. Devient légende. Mais je refusai, la vengeance, une fois assouvie, laissait un vide comme un appartement haussmannien sans meubles. Le verdict tomba un matin d'octobre, feuilles mortes tourbillonnant sur le parvis. Henri, perpétuité pour homicide multiple et corruption. Antoine, 25 ans, sans remise pour bonne conduite. La Cour reconnaît la préméditation dans l'empoisonnement de Madame Moreau, tonna le juge. Je sortis, air libre comme une caresse, mais les flashs m'aveuglèrent. Un journaliste cria, « Croyez-vous en la rédemption, madame ?» Je souris, en France, on boit du thé avec prudence, désormais. Pourtant, la nuit, les cauchemars revenaient, le goût de la belladone, le plafond qui tournoyait. Étais-je victorieuse, ou damnée? Le musée me rappela aux promotions même, conservatrice en chef mais les regards en coin persistaient, la veuve noire. Camille s'évapora pour de bon, emportant un baiser d'adieu sur la joue. Lucien devint partenaire, une start-up d'art numérique, nos nuits blanches à coder des expositions virtuelles. Un soir, seul dans mon appartement reconquis, je préparais du thé aux camomilles pures. La bouilloire siffla comme un avertissement. En versant, mes mains tremblèrent, et si j'étais le poison maintenant? Le téléphone sonna, numéro inconnu. Élise? C'est Antoine. De la prison. Pardonne-moi. Voix brisée. Je raccrochai, mais le doute s'insinua. La vengeance avait un prix, l'humanité érodée, comme une statue de Rodin sous la pluie. Les mois post-procès s'étirèrent comme un automne interminable, où les feuilles de Paris jaunissaient en écho à mon âme blanchie par la tourmente. J'étais libre financièrement, grâce aux dommages et intérêts, professionnellement, avec une expo solo au Louvre sur les ombres de la trahison, toile sombre inspirée de mon calvaire, vendue à des collectionneurs anonymes. Mais la liberté portait le poids d'une couronne d'épines, nuantée par les cris des ouvriers de Clichy, jour où le regard des passants sur les Champs-Élysées semblait accusé, tueuse d'hommes, même indirectement. La France, terre de raison cartésienne, pardonnait mal les passions dévorantes, les ragots bruissaient dans les salons du Marais, Élise Moreau, la Médée moderne. Camille réapparut un soir d'hiver, neige rare saupoudrant la tour Eiffel comme du sucre glace sur un macaron empoisonné. Elle toqua à ma porte, valise à la main, yeux rougis, Lisbonne était un mensonge. Ils m'ont suivi des hommes de Duvalet, reste du réseau. Elle s'effondra dans mes bras, et pour la première fois, je sentis non la haine, mais une tendresse tordue, née du feu partagé. Reste, dis-je, controversé encore, héberger la traîtresse, l'affaire mienne. Nous devînmes amantes, d'abord par nécessité au partage des peurs puis par choix, nos corps entrelacés comme les volutes de la Seine. Tu m'as sauvé, murmura-t-elle une nuit, lèvres contre mon cou. Non, nous nous sauvons mutuellement. Lucien, jaloux peut-être, intensifia nos hacks, nous exposâmes les restes du cartel du Valais, des promoteurs véreux jusqu'à Marseille. Un article dans le Canard enchaîné nous surnomma les furies numériques, et soudain, des offres affluèrent, TEDx à la Sorbonne, interview chez Arte. Mais le passé mordait, une lettre d'Antoine, via son avocat. Élise, je meurs ici. Cancer. Le poison que tu m'as donné. Il a ravagé. Mensonge? Les analyses en prison confirmaient un lymphome, mais était-ce la belladone résiduelle, ou karma? Je visitai une dernière fois, à travers la vitre, son corps émacié comme un Christ laïque. Pourquoi? Demanda-t-il. Je répondis, parce que l'amour empoisonné mérite la mort lente. Il mourut 2 semaines plus tard, seul, sans famille Henri, en isolement, ignorant tout. Le climax de ma renaissance vint avec Henri. Libéré sur conditionnel après un appel bidon aux corruptions persistantes, il me traqua jusqu'au musée, lors du vernissage de mon expo. Foule chic, critique, mécène, flash crépitant. Il surgit,
canne en main, visage parcheminé, Élise, ma chère, un dernier thé pour enterrer la hache. Son sourire était un rictus de loup édenté. La sécurité hésita, je l'entraînai dans une salle annexe, Goya en fond, Saturne dévorant son fils. Vous avez tout perdu, Henri. Votre fils, votre empire. Il rit, mais pas ma vengeance. Signez ceci un faux document me liant à un suicide assisté d'Antoine. Chantage final. Ma décision, non la violence, mais la révélation. J'appuyai sur play sur mon téléphone, enregistrement de notre trêve d'il y a des mois, où il avouait les meurtres. Pour la postérité, dis-je. Ses yeux s'écarquillèrent, il bondit, canne levée. Lutte brève, je trébuchai, il tomba, crâne heurtant le socle d'une statue accidentelle, ou pas. Les gardes accoururent, ambulance, sirène. Henri survécut, paraplégique, mais inculpé à nouveau. Bica CH, murmura Camille en apprenant, mais justice. Le twist ultime, dans ses papiers, une lettre pour moi. Élise, tu n'étais pas stérile. Les tests étaient faux, pour te briser. Antoine voulait un héritier, je l'ai forcé à te garder. Mensonge cruel, j'avais perdu des années, un enfant imaginaire. Rage finale, puis lâcher prise. Je brûlai la lettre dans la Seine, cendres emportées vers l'océan. Épilogue, un printemps revenu, Paris fleurissant en cerisier du Japon le long des allées. Camille et moi, un café à Montmartre, riant de tout. Lucien, partenaire d'affaires. Le musée m'honora d'une plaque, à Élise Moreau, gardienne des ombres. J'étais vivante, entière non heureuse, mais en paix. La vengeance? Un thé bu jusqu'à la lie, amer mais nécessaire. Et si la mort revenait? J'y ferais face, tasse en main, sourire aux lèvres. Car en France, les femmes empoisonnées renaissent en reines.